Alors, la question c'est, j'attends pour répondre. C'est vous qui posez. Oui. Voilà. Je voulais vous demander différentes choses à propos de votre œuvre, et notamment certains aspects qui, je crois, n'ont pas encore été traités par la critique. L'aspect mystique de l'œuvre. Je veux dire par là une certaine conception mystique de la vie, par exemple de votre philosophie de la vie, qui, pour moi, enfin selon moi, transparaît à certains moments. Et je songe notamment au voyage au bout de la nuit, je songe aussi à Mort à crédit, à certains passages de Mort à crédit, certains passages les plus féeriques, où vous avez comme conscience, comme une espèce de conscience qui se montre, qui se révèle à certains moments, du mystère de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des forces qui n'est pas possible d'étudier de par la science ou de par la philosophie. Et alors il y a un autre moment dans Guignol's Band, un moment où vous traitez alors ces problèmes, vous les traitez presque en vous moquant d'eux d'une manière équivoque. C'est à la fin du Guignol's Band, quand le protagoniste, donc vous-même, rencontrez ce personnage qui est au fait de certaines disciplines du Tibet, etc. Et ça m'a particulièrement frappé parce que j'ai un ami qui habite le sud de la France, et je connais un personnage qui vit avec ses amis et qui vit avec sa famille, et qui est un homme avec qui j'ai eu de nombreuses conversations sur l'Inde, sur le Tibet, etc. Et j'y ai retrouvé un peu le même genre de personnage que vous décriviez dans Guignol's Band. Alors je voudrais savoir quelle était votre idée en présentant ce personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Nous sommes à côté du problème. Mais si je veux dire, je vois les choses un peu autrement. Nous avons tous une envie de pénétrer dans ce mystère dont vous parlez. Hein. Celui que traitent, nous dirons, avec plus de forme les peintres et les dessinateurs. Alors, il y a la ligne, n'est-ce pas? Cette fameuse ligne. Et aucun la trouve dans la nature, dans les arbres, dans les fleurs, dans l'histoire japonais, n'est-ce pas, chinois. Bon. Et comme me disait David, il me disait, mais vous, mon Dieu, c'est que il faut bien que nous ayons tous touché à la nature. Et moi, je dois avouer, et là, je n'en suis pas très fier, c'est un air érotique, n'est-ce pas? Mais je me suis beaucoup occupé du corps humain, énormément. Oui, de par votre par ma position, comme anatomiste, j'aime bien la dissection, n'est-ce pas? Et mon Dieu, je n'ai pas inventé ça, c'est pas le premier type qui s'est passé une dissection. Et puis, mon Dieu, la forme vivante aussi. Ce qui fait que toute ma vie, j'y ai perdu. Non, j'y ai pas perdu, mais enfin, j'y ai passé beaucoup de temps autour des danseuses, parce que je me rapprochais de lignes et d'harmonie que je cherche. Oui, ce qui est exprimé également dans l'Église. Dans l'Église et dans Féerie pour une autre fois. N'est-ce pas? Et alors, cette recherche de cette ligne abstraite, dont les gens autour de moi me paraissent tout à fait dépourvus. Je dis que ce sont des grossiers, des couillons, des imbéciles, des porcs. Ils n'ont pas l'esprit grand-duc, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'aurais l'esprit grand-duc, aristocratique, n'est-ce pas? Il fait que je m'attache, je comprends très bien une ligne, un mouvement de danse me ravit, n'est-ce pas? Me ravit. Je vois Valérie, on parle, mais avec grossièreté, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ne sentent pas. Et je me suis personnellement très affiné à cet égard, je crois, parce que j'étais pauvre, j'étais très pauvre, et ma mère n'était pas riche non plus, elle était ouvrière en dentelle ancienne. Elle réparait des dentelles anciennes, elle arrangeait les dentelles anciennes. Ce qui fait que nous avions les clientes. Et j'étais frappé par leur beauté physique.
Et je m'intéressais beaucoup aux clients, je dois le dire, dans notre malheur, parce que si je travaillais là 11 ans pour gagner ma vie. J'ai passé mon bachelor dans l'école primaire, alors j'en prenais un petit morceau. Donc, c'est certainement pas, on ne me poussait pas par là. Mon père, cependant, avait une tendance à se... Il était dessinateur, il avait une tendance à rechercher comme ça des lignes. Ça, pour le commun, ça fait cochon, n'est-ce pas, tout simplement. Mais il y a évidemment là-dedans une part d'érotisme, c'est pas douteux. C'est l'instinct de reproduction qui est en marge, qui ne dupont pas, n'est-ce pas. On va prétendre la pureté, n'est-ce pas. Mais il n'y a plus que ça. Et les disgrâces, les disharmonies physiques m'éloignent, n'est-ce pas, personnellement. Vous éloignez du corps humain. M'éloigne de la personne même, n'est-ce pas. Et pour parler, vous dites donc vous êtes intéressé par la personne humaine, par le corps humain en tant Par le corps humain et à la nature. En tant qu'anatomiste. Mais dans cet autre ouvrage, qui n'est pas de vous, celui-là, les entretiens avec Robert Poulet, vous dites à un moment donné à Robert Poulet que la plupart des êtres que vous côtoyez vous paraissent des morts, vous apparaissent comme des morts. Ah, ça oui. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire que ils sont sortis de la vie pour la vie et ils s'occupent d'histoires grossièrement alimentaires ou apéritives, n'est-ce pas. Ils boivent, ils mangent, je connais le mécanisme aussi, de telle façon, boivent, mangent, fument, de telle façon qu'ils sont sortis de la vie. Ils digèrent, n'est-ce pas. La digestion est un acte très compliqué, qui les absorbe de tout, leur cerveau, leur corps. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus que de la panne. Ils ont tous, pour en parler, ils sont hideux. Mettez-vous une terrasse et regardez passer les gens. Au premier pas, vous allez surprendre déjà toute espèce de dystrophie, d'invalidité, d'infirmité grossière, n'est-ce pas. Bon, très bien. Et alors, c'est une horreur, n'est-ce pas. Et ils sont pénibles à voir, ils sont laids. Dans tous les pays d'ailleurs, parce que j'ai fréquenté bien des pays pour la section d'hygiène de la Société des Nations. J'étais en mission dans le monde entier, que ce soit chez les nègres ou chez les jaunes ou chez les rouges. Vous voyez, c'est difficile de répondre tout simplement. Là-haut, un moment, je vais l'appeler. Qu'est-ce qu'on demande? C'est pour votre femme. Ah bon, alors soyez gentil, agitez la sonnette pour m'entrer et dites à ma femme qu'elle répond au téléphone. La sonnette. Non, la sonnette, vous la voyez dehors. À gauche, vous voyez une sonnette. Vous l'agitez. Vous l'avez. Ah, on parle, je crois. Ça va, mon vieux. Ça va. Attendez, je ne vois pas. Ça va, ma femme, elle parle. Ça va. L'affaire est entendue. Il parle. D'accord. Refermez-vous, mon vieux, vous serez gentil. Remettez dessus. Il parle. Bon, c'est ça. Oui. Et alors, je dois tellement absorbé par les fonctions basses, les fonctions digestives, que c'est l'instinct de conservation, n'est-ce pas. Il y a deux instincts chez l'homme, la conservation et la reproduction. L'instinct de conservation les accapare, mais alors c'est un instinct de conservation devenu pléthorique, qui absorbe tout le reste, qui bouffe 10 fois autant et boivent 10 fois plus qu'il faudrait, ils fument, ils ne sont plus que des basages, vous les retrouvez péniblement, vous retrouvez un être au fond de cette bouillabaisse alcoolique et fumeuse, c'est sans intérêt, n'est-ce pas. Vous avez affaire à des monstres. C'est-à-dire qu'il y a un manque de conscience à la base. Ah oui, il y a un individu qui perd sa conscience. Ah, ils perdent complètement. Ils sont embrouillés, c'est fini. C'est d'ajouter quelques jaccotages, quelques bafouillages, et puis alors de grosses vanités, une décoration, et puis une académie, et voilà satisfait. Satisfait dans une certaine mesure, enfin. Alors, bien sûr, ils ont toujours, au fond, le goût du cirque romain, n'est-ce pas? Ils seraient enchantés de voir les gens se battre au sang et de voir des tortures devant eux. J'ai souvent dit que tous les théâtres, les pièces de théâtre, le cinéma, tous même, eh ben, ils ennuient plus ou moins, mais ils ennuient. Les gens n'aiment pas le cinéma et ils n'aiment pas le théâtre, ils s'ennuient.
plus ou moins, voilà surtout. On dit qu'une pièce est bonne quand elle ennuie moins qu'une autre, n'est-ce pas, c'est tout. Mais elle n'amuse pas. Ce qui amuse, ce serait qu'à la sortie du théâtre, il y ait le cirque romain ouvert avec des myrmidons, des gladiateurs qui se pourfendent et qui s'ouvrent un vivant. Là, ça serait du spectacle. C'est ce qu'ils attendent. Voilà, ça existe, n'est-ce pas? Dans un autre ordre d'idée, qui rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, je voudrais vous demander une précision sur ce que vous m'aviez dit la fois dernière, à savoir, non, la première fois que nous nous sommes vus, à savoir que le monde occidental actuellement manque de foi. Qu'entendez-vous par cette foi et quelle serait à votre avis cette foi que nous pourrions retrouver ou que nous pourrions recréer, si je puis dire? L'affaire est entendue et finie. Il n'y a plus de foi parce que nous sommes trop vieux. Le monde occidental est usé par les guerres, par le bavardage, par l'alcool. Depuis qu'on a planté la vigne, c'est-à-dire d'environ 4 siècles avant Jésus-Christ, on peut considérer que l'histoire de l'Europe est finie, n'est-ce pas? Elle a fini avant les druides, n'est-ce pas? C'était fini. Le jour où il y a eu un toxique pareil à sa portée, et continuellement, et qui ne fait que croître et absorber, n'est-ce pas? C'est fini. Il n'y a plus d'histoire depuis 5 siècles avant Jésus-Christ, l'affaire est entendue. Et alors, à votre avis, quel est le peuple, quelle est la série de peuples qui fera désormais l'histoire? Ah, ça sera difficile. Ce sera celui qui pourra s'abstenir de boire, de bouffer. Ce sera des ascètes, n'est-ce pas? Mais je ne vois pas où venir les ascètes. Les Chinois se rempliront. Il y a qu'à voir ce qu'ils font quand on donne Bouddha, il est énorme, n'est-ce pas? Un commissaire du peuple chinois, il a un croc derrière. La même chose qu'un archevêque, n'est-ce pas? Un commissaire du peuple, archevêque ou ministre, il commence d'abord par avoir des gros derrière. Alors quand ils ont des gros derrière, des bajoux, des fanons, des excédents partout, ils bouffent. Si ça s'appelle bien manger, on parle de bien manger, ils sont prêts à n'importe quoi. D'ailleurs, c'est bien ça. Quand un chef d'État on trouve un autre. Quand un général, quand un président de la République voit l'autre président de la République, on confectionne un menu, ce menu on le publie dans les journaux. Qu'est-ce que c'est qu'un menu bouffé? C'est de la crotte, n'est-ce pas? C'est pour fabriquer des crottes. Alors ils sont très fiers de fabriquer des crottes. Alors le public regarde et dit, ah, mais vous avez des crottes admirables, oh, je vois ça, une paupiette de veau, petit pois, rissolé, oh, quelle crotte, quelle crotte. Alors ils savent ce qu'ils font, et ils se font admirer par leur crotte, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez, c'est donner à la digestion l'instinct de conservation, par conséquent, une importance énorme, n'est-ce pas? Donc l'instinct de conservation est trop énorme, n'est-ce pas? Et c'est ça qui tue, c'est l'instinct de conservation, qui est flatté par la médecine, qui fait tous les jours des progrès, comme vous savez, la chirurgie, etc. C'est l'instinct de conservation, n'est-ce pas? Alors vous avez des gens qui sont inaptes, alors on peut dire que c'est inapte, je ne les vois pas venir, les ascètes, n'est-ce pas? Je ne les vois pas venir. C'est-à-dire que pour vous, la race future idéale de l'humanité serait une race d'ascètes. Ah, uniquement. Oh, uniquement une race d'ascètes qui ferait une cure effroyable, n'est-ce pas, pour éliminer toutes ces tendances vers la bouffaille, n'est-ce pas, tripaille, etc. Qui l'absorbent entièrement, c'est un monstre. On essaierait d'élever des cochons comme on élève des hommes, mais personne n'en voudrait. Des cochons alcooliques, ça n'irait pas loin, ce seraient des monstres aussi, n'est-ce pas? Le cochon monstrueux, nous sommes plus mal élevés que les cochons, n'est-ce pas? Beaucoup plus mal élevés que les chiens, les canards ou les poules, n'est-ce pas? Aucune race vivante ne résisterait au régime qui font des humains au nom du progrès. Mais vous parlez de cet instinct de conservation, donc instinct de conservation que nous poussons à la limite et qui nous tue, mais il est lié malgré tout à l'instinct de reproduction, car pour reproduire, il faut se conserver. Oh là, l'instinct de reproduction se débrouille tout seul, il n'a vraiment pas besoin de nous. Pourvu que l'homme ait une érection, il décharge toujours ses 2 cm3 de sperme, et encore je suis généreux, il arrive à reproduire, c'est rien, ça se fait tout seul, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment si facile. Quant à la femme, il suffit qu'elle se prête, n'est-ce pas? Puis c'est fait, n'est-ce pas? On ne s'occupe pas d'elle, pour ainsi dire. Elle fait des enfants sans s'en apercevoir, on peut le dire, n'est-ce pas? Vous voyez des mères de famille qui n'ont jamais
rempli leur devoir conjugal, et puis c'est tout. Et à propos des femmes, je voulais aussi vous demander, dans votre œuvre, il y a quelque chose de très caractéristique, c'est que la femme, je ne dis pas qu'elle n'y occupe peu de place, elle y occupe une place même relativement importante, mais il y a une chose qui n'occupe presque pas de place, c'est l'amour, et surtout l'amour sentimental. Est-ce tout simplement parce que vous le niez, ou bien est-ce parce que vous estimez que ça n'a pas sa place dans une œuvre telle qu'un roman, et que c'est une chose qui doit être sous-entendue dans le récit même? Je ne nie pas sa place, au contraire. L'association de êtres, mon Dieu, c'est une chose très respectable et très normale pour résister aux heures de la vie qui sont innombrables, n'est-ce pas? Et c'est gentil, c'est agréable, mais je ne vois pas, ça ne mérite pas une littérature, je ne trouve pas. Je trouve que c'est grossier et lourd aussi, ça, n'est-ce pas, cette histoire, je la trouve lourde. Je t'aime, ça c'est un abominable mot, n'est-ce pas, que je n'ai personnellement jamais employé. Ce qu'on sent, on n'exprime pas, ça se sent, puis c'est tout, n'est-ce pas. Mais je ne crois pas, un peu de pudeur, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas. Oui, alors là je trouve qu'on a exploité ça, parce que ça fait des chansonnettes, ça fait des chansons pour... c'est très grossier, tout simplement, c'est très grossier. Les choses, elles se disent peut-être, mais enfin, un moment par siècle, par an, certainement pas à longueur de journée, par chanson. Parce qu'on pourra revenir par exemple au voyage, on sent que le protagoniste a vis-à-vis des différentes femmes qu'il rencontre, et je pense notamment à l'américaine, à cette infirmière américaine et à d'autres, on sent qu'il y a chez lui, et notamment dans l'Église, puisque dans le fond c'est le même thème repris, on sent une grande affection pour la femme, mais une affection qui, comme vous venez de le dire, n'est pas exprimée dans des mots tels que je t'aime, etc. C'est-à-dire que vous estimez que cette affection doit quand même se trouver à la base de l'amour, mais qu'elle ne doit pas s'exprimer. Je ne vois pas pourquoi. Oui, je ne trouve pas. C'est un sentiment, c'est un acte, mon Dieu, assez bestial, et naturellement bestial, il le faut. L'adorner, le pareil de Fleurette me paraît bien grossier. Le mauvais goût, c'est précisément mettre des fleurs là où il n'y en a vraiment pas besoin, n'est-ce pas? Ça, c'est mettre, remplir la bouche d'un cadavre de fleurs, enfin, on peut tout faire. Ça mettre des tulipes entre des doigts de pied, enfin, ce sont des choses qui peuvent se faire, mais c'est pas très essentiel. Laissons passons, n'est-ce pas? Ça regarde les gens qui... dans l'action, tout ça. Mais alors, vous entrez dans un délire, puisque c'est un délire, le coït, évidemment, est un délire. Alors, ce délire, le rationaliser avec des petites manœuvres verbales précises, ça me paraît bien niais. Mais vous considérez donc le coït comme étant l'acte suprême, l'accomplissement total de l'amour? Le coït, l'amour, c'est un mot dire, c'est l'acte de la reproduction, ça, il n'y a pas d'histoire. Oui, mais dans ce délire, par exemple, il nous est donné, la nature nous donne, et c'est une prime qu'elle donne au coït et à la reproduction par conséquent, elle donne un délire au bonhomme de quelques secondes. À la bonne femme, c'est pas du tout, c'est pas important, mais à l'homme, elle donne un délire qui lui fait, qui le met en communication avec la nature quelques secondes, n'est-ce pas? Alors donc vous voyez, comme certaines tendances à l'hindou, par exemple, c'est-à-dire que vous voyez dans le moment du délire, une communication évidemment, avec la nature. Mystique, je ne sais pas, mais en tout cas, certainement que la nature a dans ce but-là de donner une prime à la reproduction, au bonhomme, précisément pour qu'il se sente divinement transposé dans un monde qu'il ne connaît pas, que le monde de la nature. Ben, c'est une prime, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres moyens que, par exemple, le délire du coït pour atteindre à cette connaissance, à cette espèce d'accouplement avec la nature, enfin? Je ne crois pas, non. Je crois que celui-là est très puissant. Non. Donc vous c'est croyez... un mouvement très puissant, oui, c'est très puissant. On ne peut pas être mieux qu'une nature, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle fait. Et elle nous a donné cette petite épilepsie. Et cette nature, vous l'avez... Cet orgasme. Oui, cet orgasme. Cette nature, dans le fond, la nature est pour vous votre mot Dieu, quoi.
La nature, ben, c'est elle qui nous fait nous mettre là puis qui nous enlève, n'est-ce pas? Alors, il n'y a rien à lui dire, elle est suprême puisqu'elle nous met là et puis qu'elle nous reprend. D'accord, mais si, pour poser une question plus stéréotypée, est-ce que vous avez, votre conception philosophique de la vie est une conception naturelle, une conception oh non, panthéiste? je dis non, je dis que les hommes ont un sort très difficile et très douloureux, parce qu'au fond, la nature joue d'eux, elle les met là, ils n'ont pas demandé à venir. Et comme dit Rochefoucauld, ils ne se sentent pas nés. Ils souffrent pour mourir, ils attendent de vivre, n'est-ce pas? Et alors, c'est ça, c'est pas, ils attendent de vivre. Mais jamais ils vivent en vérité, n'est-ce pas? Ils attendent, n'est-ce pas? Ils attendent. Ah ben ils attendent, n'est-ce pas? Ils attendent de mourir. Ils attendent, ils souffrent, là ils sentent qu'ils meurent, là, en souffrant, la plupart du temps, 90%. Mais ils ne vivent pas, n'est-ce pas? Ils attendent la retraite, ils attendent une promotion, ils attendent de passer leur bachot, ils attendent toujours quelque chose, puis ils attendent d'être aimés. Alors là, ils ont, n'est-ce pas, quelques mois de délire, et puis quelques crises de coït, n'est-ce pas, et puis après ils retournent dans la vie, des obligations nombreuses. Je trouve que ce sont de très grands malheureux, n'est-ce pas? Plus malheureux encore quand ils s'occupent des autres. Alors, même en eux-mêmes, bien égoïstes, c'est leur sort, mais pas rigolo. Donc, à votre avis, ce qu'il y a chez l'homme, c'est en grande partie une impuissance à saisir le moment, à saisir l'instant, à jouir de la vie telle qu'elle se présente à un moment donné. L'homme, oui, il n'est pas malheureusement pas animal, vu qu'il connaît son avenir. Alors, il a une peur, et très justifiée, de ce qui l'attend. La bête ne sait pas, n'est-ce pas? Alors, le sort lui arrive, elle souffre, mais elle n'anticipe pas, ou très peu, très rare. Le cheval a un peu le sentiment de l'abattoir, la bête aussi, la bête où on tue, la bête sent, mais c'est très bref. Tandis que l'homme peut déjà, 60 ans d'avance, se faire une bonne idée de ce qu'il attend. Et alors, puis en plus, il analyse la maladie qui est morbide. Les études de la médecine, tout ça, leur renseignent admirablement sur la fin, sur ce qui l'attend. Alors, ces choses assombrissent. Alors, évidemment, il corrige ses pensées lucides par l'alcool, par les bouffées encore, puis le voyage, l'auto, n'est-ce pas, tout ça. Toutes ces façons de tromper sa lucidité. Il n'est plus lucide, c'est plus. Et puis, dans les académies, au théâtre, on remue la tête. Une distraction de soi-même. Ah oui, on le distrait de son sort, n'est-ce pas? Ce qu'on essaye de faire chez les religieuses, on répète tout le temps, attention, c'est pas ça, mais dans la réalité de sa mort, il vit dans sa tombe. Sa place, évidemment, l'homme est accouché dans son cercueil tous les soirs, c'est pas Et différent. donc, à votre avis, une pensée lucide est une pensée eschatologique. Ah oui. Essentiellement. Ah, essentiellement. Une pensée lucide, évidemment. La lucidité, il n'a qu'à voir son sort, quoi. Penser à son père, sa mère, ses cousins, des fois. C'est ce que vous exprimez au début de Moral Crédit, quand vous dites, quand vous parlez de la concierge ou de la fille de la concierge, je ne sais plus exactement, et que vous dites, d'ailleurs, tout va passer, et nous-mêmes aussi, à un certain moment, nous nous acheminons vers la mort. Évidemment. Donc, on sent, et on pressent à plusieurs endroits de votre œuvre, que le problème de la mort est un problème très important. Il est le premier problème des hommes, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus important. C'est évidemment la fin de tout. Oui, mais il y a deux manières, je crois, enfin, de considérer le problème de la mort. De le considérer comme, c'est-à-dire comme une espèce de paralysie de l'action et de la pensée, ou bien de le considérer comme un stimulant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui, dans leur manière morbide de considérer la mort et sa perspective, en viennent à ne plus agir, à ne plus oser agir. Je suppose que vous n'êtes pas de ce genre-là. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire, j'étais très médecin de tempérament, de vocation n'est pas littéraire. Et j'étais à votre âge, et plus jeune même, j'avais la vocation médicale, même dans ma misère, parce que j'étais très pauvre, et j'avais la vocation médicale. Et ma vocation médicale consiste essentiellement à rendre la vie plus facile, moins douloureuse. Ça, je comprends, c'est ma pratique. C'est ça, si vous voulez, une mystique, ça c'est la seule que j'ai.
c'est de vouloir, et ça ne m'a pas réussi, rendre la vie plus facile aux autres, n'est-ce pas? Alors, c'est une espèce d'idéal bonne sœur, n'est-ce pas? Et ça, je l'avais puissamment, n'est-ce pas? Me donner entièrement l'adoucissement des maladies. Bon. Est-ce que vous, pendant votre jeunesse, est-ce que vous avez été éduqué dans une perspective chrétienne, par exemple? Bon, j'ai fait ma première communion quand je faisais toujours à cet âge-là. Première communion, et puis l'apprentissage comme chez les papons, moi je sais tout. Ça a été vite fait, à 11 ans c'était terminé. Je ne peux pas dire que j'étais possédé par la religion, non. J'étais possédé par la médecine. Ça, j'avais la vocation. Et puis voilà, c'est tout. Je ne pouvais pas plus du tout, je n'étais pas du tout désespéré, je trouvais qu'il fallait. Et d'ailleurs, on ne voit pas la vie pareille. Quand on a 20 ans, ou 15 ans, ou 13 ans, on croit à la mort au diable. On n'y pense pas. On pense à la vie tout de suite, on peut la rendre plus facile. C'était, je crois, la grande mystique. Mais j'avais pas... Non, j'étais un bon garçon, mais rien de plus. Non, je n'avais pas de... Non, mais surtout de la médecine qui m'intéressait. Et après, je suis venu dans cette matière, vous connaissez, un accident. Mais c'est un accident que vous avez quand même pris au sérieux à partir du moment où... Ah, parce qu'on a rendu la médecine impossible. Oui. C'est tout. On ne peut pas faire des listes, mais en même temps, on ne pense pas pour sérieux. Mais enfin, bien que maintenant tout a changé, il n'y a plus le médecin omnipraticien comme j'étais, ça ne veut plus rien dire maintenant, on est spécialiste, on n'est rien. Ça ne veut plus rien dire. Mais de mon temps, ça existait beaucoup. Le bonhomme fait du livre, bon. C'était d'ailleurs, ça m'a toujours semblé un farceur, c'est qu'il s'assoit à une table avec une griffouille des grandes pensées. Je trouvais ça tout à fait abusif. J'étais immodeste et impudique, justement, cette façon de raconter des histoires. Je trouvais pas ça sérieux. Enfin, maintenant, je ne trouve pas ça sérieux quand même. Ça le continue. Puis maintenant, ça n'a plus d'importance. Ça ne fait rien. Voilà. Vous avez autre chose à me demander? Non,